Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette 5e séance sur l'ingénierie métabolique, enzymatique, là on est dans les enzymes. La semaine dernière, j'ai détaillé la structure, les mécanismes de systèmes enzymatiques qui réalisent des oxydations. J'ai choisi de parler de ce type de réaction chimique parce que, à la fois parce que je les connais bien et puis aussi parce que ce sont peut-être les systèmes les plus complexes sur le plan de la chimie, puisqu'elle implique une activation d'une molécule extrêmement stable, l'oxygène moléculaire, et implique aussi des activations de molécules très stables, les substrats, des liaisons CH par exemple. Là, je vais vous montrer quelques exemples de ce qui a été fait ensuite à partir de la découverte des potentialités de ces systèmes oxydants. J'ai pris quelques exemples et puis j'introduirai aussi ces exemples, ces enzymes là que vous voyez ici, Bayer-Villiger monooxygénase, parce que nous avons la chance d'avoir Véronique Alphand qui est une des grandes spécialistes de ces systèmes-là et qui va nous raconter un peu où on en est de l'exploitation de cette classe de monooxygénase tout à fait intéressante. Alors je reviens juste sur cette diapositive, je reviens à ce qui m'a occupé pendant une certaine partie de ma vie, qui est l'étude de ces enzymes, ces hydroxylases flavines dépendantes à deux composants, dont j'ai parlé la dernière fois. Là, je vais vraiment résumer, et ceux qui n'étaient pas là peuvent revenir sur la présentation de la semaine dernière. Vous savez à nouveau que ces cours et ces séminaires sont filmés et les présentations sont disponibles sur le site web du collège. Donc rappelez que ce sont des systèmes qui effectivement ont deux composants, une partie réductase, et c'est une enzyme sur laquelle le NADPH, donc un réducteur, un donneur d'hydrure, une source d'électrons, et une flavine, vous voyez ici sous sa forme oxydée, que vous observez notamment par ces deux liaisons conjuguées ici, qui est l'équivalent d'une iminoquinone, qui est capable d'accrocher un hydrure et un proton, ce qui est pareil que deux électrons et deux protons. Et ces deux électrons, ces deux protons, ou cet hydrure et ce proton, viennent du NADPH. Et donc cette enzyme fait une réaction relativement simple, qui est la réduction de cette flavine en flavine réduite, totalement réduite. Vous voyez avec ces deux atomes d'hydrogène qui sont arrivés ici et la double liaison qui s'est formée là. Et là, on a des systèmes, comme je vous l'ai dit, qui sont très intéressants parce qu'ils sont capables soit de transporter eux-mêmes un hydrure à un accepteur, soit de donner des électrons un par un. Donc c'est la beauté de la chimie des flavines. Dans le cas précis de ces systèmes-là, je rappelle, puisque je l'avais dit la dernière fois, c'est que ces flavines réduites s'échappent de la réductase et ensuite sont fixées par une deuxième enzyme qui est la monooxygénase, là où se fait l'oxydation et là où le substrat et l'oxygène réagissent pour donner un produit dans lequel un atome d'oxygène a été introduit. Un seul, c'est une monooxygénase, l'autre atome d'oxygène de l'oxygène moléculaire étant converti en eau. C'est la définition des monooxygénases. Et ce qui est tout à fait remarquable dans ces systèmes, la dernière fois j'avais bien établi ça et je vous avais montré ce qu'on avait fait pour démontrer l'intervention de cet intermédiaire très particulier, qui est un hydroperoxyde de flavine, qui est un oxydant, et qui vient de la réaction de l'oxygène, non pas directement avec le substrat, mais d'abord avec la flavine réduite qui est rentrée dans la monooxygénase, formation de cet hydroperoxyde, et c'est cet intermédiaire qui va subir une cassure de la liaison oxygène-oxygène, parce que bien évidemment, pour donner
un atome d'oxygène ici et un atome d'oxygène dans l'eau, il faut casser cette liaison, et donc un atome d'oxygène est introduit dans le substrat. Donc, deux composants. Alors, je parle de ce système parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai personnellement, avec certains de mes collaborateurs, beaucoup travaillé sur ces systèmes, et en particulier, nous avons été parmi les premiers à découvrir cette classe d'enzymes qui sont les flavines réductases. Et ensuite, donc ça c'était dans les années, fin des années 80, début des années 90, et ensuite on s'est aperçu que ces systèmes enzymatiques étaient présents chez tous les organismes vivants, et énormément chez les bactéries, mais aussi il y a des activités flavines réductases chez les eucaryotes. Et ensuite, on s'est aperçu que ces systèmes étaient doués de capacités d'oxydation de tout un tas de substrats, d'où la possibilité de les exploiter dans des applications biotechnologiques pour la production de molécules oxydées. Et donc, je vais prendre deux exemples pour illustrer comment on peut exploiter ces systèmes. Le premier exemple, c'est les développements qui ont eu lieu du côté de la biodésulfurisation des pétroles. Comme vous le savez, le raffinage, c'est le traitement des pétroles bruts, la séparation de diverses fractions pour conduire à ce qu'on appelle des produits pétroliers finis. Et vous avez différents types de produits. Vous avez évidemment les carburants, l'essence, le diesel, le kérosène, etc. Vous avez des produits qui ne sont pas des carburants, des solvants, des huiles. Et puis, vous avez tout un tas de molécules pour l'industrie chimique, éthane, propane, butane, benzène, toluène, enfin, etc. etc. Le problème, c'est que ces pétroles contiennent des quantités qui peuvent être très très importantes de soufre. Donc vous avez, vous voyez, des quantités qui peuvent être assez élevées, donc de soufre, et vous allez voir sous quelle forme. C'est en particulier c'est surtout du soufre organique, pétrole brut industriel. Et évidemment, lorsque vous brûlez ces pétroles, eh bien, vous avez une émission de tout un tas de choses, des composés toxiques, polluants. Alors, c'est des particules, c'est des oxydes de soufre, et notamment le SO2, et qui, comme vous le savez, sont responsables d'un certain nombre de pathologies qui peuvent aller de l'asthme jusqu'à des cancers. Donc, depuis maintenant un certain nombre d'années, dans tous les pays, et tout particulièrement aux États-Unis et en Europe, il y a des régulations environnementales très strictes qui imposent que les pétroliers réduisent leur quantité de soufre dans les pétroles. Alors, aujourd'hui, la technologie classique de désulfurisation, c'est ce qu'on appelle l'hydrodésulfurisation. C'est le traitement, alors vous voyez ici c'est un thioéther, mais c'est le traitement de ces composés soufrés donc dans des conditions qui sont assez dures. Donc c'est un procédé catalytique, vous voyez, à haute température, à haute pression, et qui est un procédé d'hydrogénation de ces composés qui a comme résultat de produire le soufre sous la forme d'H2S. Alors, évidemment, tout ça n'est pas très, très satisfaisant. Et à nouveau, comme c'est le discours que j'ai tenu et qui est le discours aujourd'hui des chimistes, la chimie d'aujourd'hui et de demain, c'est le remplacement de, par exemple, ce type de procédés par des procédés moins coûteux en énergie, plus respectueux de l'environnement, enfin ce qu'on met derrière le terme de chimie verte. Ici, typiquement, il y a un enjeu à remplacer ce type de procédé qui est effectivement coûteux en énergie. Vous voyez, il y a des conditions qui sont assez extrêmes qui ont comme conséquence de dégrader non seulement les produits soufrés, mais aussi les molécules carbonées. Vous avez besoin de grandes quantités d'hydrogène, ce n'est pas évident. Et puis évidemment, H2S n'est pas un produit tellement sympathique à traiter. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut passer à des procédés biotechnologiques?
Et donc évidemment, ça sous-entend, est-ce qu'il y a des bactéries désulfurisantes, enfin, notamment qui sont capables de traiter ces produits soufrés organiques de façon relativement douce. Et plus loin, bactéries ou enzymes, est-ce qu'il existe des enzymes qui sont capables de faire ces désulfurisations? Alors quand je parle des produits soufrés qu'il y a dans ces pétroles, bruts ou industriels, c'est tout un tas de thiols, de thioéther, de disulfure, mais énormément de ces composés soufrés aromatiques, thiophène, dibenzothiophéne, etc. Et retenez simplement la structure de ce composé parce que c'est le substrat classique de l'étude des procédés de désulfurisation. Et donc on va regarder comment ça fonctionne. Alors, en fait, il a fallu attendre 1990, à ma connaissance, pour découvrir la première bactérie capable de désulfurer, je ne sais pas très bien, les pétroles. C'est-à-dire, vous voyez que ça sous-entend que ce sont des bactéries qui sont capables de pousser d'une certaine façon ou de fonctionner dans des milieux mixtes pétrole-eau, ce qui n'est pas tout à fait évident. Et puis ensuite, il y a tout un tas, vous voyez, dans les années 2000-2005, dont tout un tas de bactéries comme Rhodococcus, enfin, qui sont les plus utilisées, Mycobacterium ou Pseudomonas, qui ont montré des activités dans le domaine de la désulfurisation. Et puis en 1996, alors je vous parle de cette histoire, je l'ai évoquée la dernière fois, mais donc une biotech américaine à Houston, au Texas, Bioenergy Systems, publie en 1996 un papier dans Nature Biotechnology pour dire qu'ils ont découvert le système enzymatique qui fait cette désulfurisation dans ces bactéries. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que, évidemment, on retombe sur les flavines réductases et les monooxygénases à deux composants. Et en 1996, les seuls papiers qui existaient sur des flavines réductases en particulier, c'était ceux essentiellement issus de mon laboratoire. Donc, je l'ai dit la dernière fois, c'était des enzymes qu'on avait isolées, découvertes, isolées, et qui étaient qui n'étaient pas du tout cités, sauf par nous. Donc, c'était des systèmes qui n'intéressaient absolument personne. Et ces gens-là découvrent que les systèmes qui sont impliqués dans la désulfurisation sont des systèmes de monooxygénase à deux composants. Et regardant la littérature, ils tombent sur notre labo et ils m'invitent à venir à Houston, au Texas. Et pendant 1 an ou 2, je crois que je l'ai dit la dernière fois, j'ai agi en tant que conseiller auprès de cette biotech. J'ai juste, je ne sais pas si... voilà, j'ai retrouvé dans mes vieilles archives que j'avais fait une conférence le 28 août 1997 sur les flavines réductases à Houston pour leur parler de ces affaires-là. Bon. Donc, pour résumer, ces gens-là ont découvert que la désulfurisation du benzothiophéne ici était due à un opéron DSZA-BC plus une autre protéine ZD et qui procède de la façon suivante. Sulfoxydation d'abord par DSZD qui est la flavine réductase, vous voyez, qui produit les flavines réduites, et DSZC qui est une monooxygénase qui fait cette sulfoxydation. La même protéine d'ailleurs va jusqu'à la sulfone par le même type de réaction. Et ensuite, vous avez un système un petit peu particulier avec DSZA qui est aussi une monooxygénase et qui casse ici la liaison carbone-soufre. Vous voyez, dans une chimie, comme vous allez le voir, qui a été très très peu étudiée et qui est assez intrigante. Et depuis ces années-là, et même dans ces années-là, personne n'a jamais étudié ce système. Donc, ceux qui sont intéressés par des activités de monooxygénase
peuvent étudier ce système, c'est assez intéressant. Et puis la dernière, parce que vous voyez ici, le soufre est encore accroché à la molécule, la dernière, une sorte de, on peut l'appeler de désulfinase, DSZB, là aussi par une chimie tout à fait, enfin pas du tout évidente et qui a été peu ou pas étudiée. Et là, vous sortez le soufre sous la forme de sulfite ou sulfate, enfin voilà. Et donc ça c'est intéressant parce que évidemment, vous voyez que vous lavez à l'eau et vous éliminez le soufre sous la forme de sel. Voilà. Alors, donc il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Donc DSZC, c'est une monoxygénase, elle a été assez bien caractérisée, c'est celle qui fait les deux premières oxydations. DSZD, c'est la flavine réductase qui utilise le NADH et le FMN. DSZB, c'est la désulfinase, j'en dirai quelques mots. Et DSZA, c'est cette fameuse monooxygénase qui utilise, donc la flavine réduite ici, mais comme vous le voyez, cette monooxygénase fonctionne aussi avec la même flavine réductase, vous voyez, qui est utilisée ici. Et donc vous faites un hydroperoxyde. Voilà, il y a des mécanismes qui sont proposés, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en gros, la cassure de la liaison carbone-soufre ici pourrait être due à un hydroperoxyde de flavine. Et ensuite, la deuxième protéine, DSZB, libère le sulfite sous la forme, enfin, par une attaque nucléophile d'une molécule d'eau activée. Tout ça sont des mécanismes qui sont extrêmement mal étudiés. Et là, pour le chimiste, il y a des défis assez intéressants. Voilà. DSZB, vous voyez, c'est cette protéine qui... où est-ce que c'est? Oui. Voilà. C'est cette protéine donc, qui fait la dernière étape. Alors, il y a eu vous voyez ici, vous avez une protéine qui est une protéine qui fixe du sulfate. Ici, vous avez du sulfate, et en fait, il y a, lorsque la structure rayons X de cette protéine sortie en 2006 est sortie, donc il a été clairement observé une très forte homologie de séquences entre des protéines, entre cette protéine et des protéines de fixation du sulfate, de phosphate, etc. Ici, vous avez donc le site actif, et vous avez un site actif dans lequel, ce que vous comprenez bien, parce qu'il y a une partie du substrat qui est très hydrophobe, et puis il y a une partie qui est plus hydrophile, et donc effectivement le site actif, et ici vous avez la partie SO2, vous avez un site actif très hydrophobe ici, vous voyez, qui maintient le substrat, et puis vous avez ici une cystéine qui joue un rôle très très important, ça a été montré par mutagénèse dirigée, et qui est responsable de l'activité de ce système. Vous retrouvez ici, vous voyez ce substrat, vous voyez le SO2 est ici, vous avez les deux noyaux aromatiques, vous avez le OH ici. Alors ici c'est une sérine qui est en position 27, mais c'est un mutant, c'est une cystéine normalement. Vous avez aussi une arginine qui joue un rôle très important, et enfin vous avez cette histidine 60 là. Toutes ces trois résidus, cystéine 27, histidine 60 et arginine 70, jouent un rôle très très important dans l'activation du substrat. Voilà. Et ce qui est proposé, c'est un mécanisme assez complexe dans lequel vous avez une attaque de la cystéine sur le soufre du substrat pour donner cet intermédiaire-là, qui ensuite voit sa liaison carbone-soufre se casser par assistante ici de protons fournis enfin, au cœur de cette triade cystéine, histidine, arginine. Voilà, c'est un mécanisme assez complexe. Franchement, tout ça n'a pas été clairement
élaborées. Ce sont plus des hypothèses de travail qui n'ont à la fin jamais été validées. Et donc, voilà, c'est juste pour vous dire que, y compris dans des systèmes aussi importants, notamment dans le domaine des applications, on sait très très peu de choses et que là, il y a des sujets intéressants d'enzymologie, de mécanismes enzymatiques assez complexes. Voilà, ce tableau, c'est juste pour vous indiquer à quel point cette histidine 60 est importante, mais vous voyez que sa mutation ne conduit pas totalement à une inactivation de l'enzyme. À l'inverse, cette arginine 70, lorsqu'elle est mutée, conduit à une extinction totale de l'activité. Donc on a bien identifié le site actif. Par contre, le mécanisme est encore assez mal connu. Voilà, donc à côté d'études de ces systèmes enzymatiques et qui restent incomplètes, puisque les premières étapes de monooxygénation, faire un sulfoxyde à partir d'un soufre et une sulfone à partir d'un sulfoxyde, ce n'est pas très très compliqué sur le plan chimique. On connaît bien le rôle des hydroperoxydes de flavine. Donc incomplète parce que les dernières étapes, vous voyez la liaison la cassure de la liaison carbone-soufre et la première cassure de la liaison, la cassure de la première liaison carbone-soufre et la cassure de la seconde, que vous voyez ici, c'est-à-dire ici première cassure et ici deuxième cassure, ces étapes-là, sur le plan enzymatique, sont mal connues. Bon, ça n'empêche pas que les systèmes qui conduisent de façon très très efficace à ces désulfurisations sont intéressants, et il y a eu tout un tas notamment cette biotech américaine qui a fait ça pendant des années, qui avait un énorme contrat avec Total, et beaucoup d'entreprises ont essayé donc de développer des procédés biotechnologiques de désulfurisation. Et donc, en gros, ça consiste à faire pousser des bactéries qui sont adaptées et qui sont modifiées, comme vous allez le voir, de récolter ces cellules et de les faire fonctionner comme biocatalyseurs. Et en gros, l'objectif, ce qui est industriellement acceptable, c'est de transformer plusieurs millimolaires du fameux substrat soufré par gramme de cellules et par heure. Ce qui n'est pas rien, vous voyez, parce que en gros, il s'agit de multiplier par 500 les vitesses naturelles de ces bactéries. Et donc ça passe évidemment par de l'ingénierie métabolique, de l'ingénierie enzymatique. Et là, vous allez voir quelques réalisations. Et en gros, ça consiste à exprimer le fameux opéron DSZ, qui est responsable de ces étapes-là, et également d'exprimer la flavine réductase ou n'importe quelle flavine réductase d'ailleurs. Parce que je ne l'ai pas dit, mais ceux qui étaient là la semaine dernière peut-être se souviennent que dans ce système à deux composants, il n'y a pas de complexe qui se fait, ou alors très transitoire, mais il n'y a pas de complexe stable entre la partie flavine réductase et les parties monooxygénases. Et de fait, comme la flavine réductase a comme rôle uniquement de donner des flavines réduites libres, eh bien n'importe quelle flavine réductase, d'une certaine façon, fonctionne. Ce qui a un intérêt, c'est qu'on peut cribler tout un tas de flavines réductases pour optimiser le système. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Il y a eu donc au début des années 2000 pas mal de choses qui ont été faites en exprimant ces opérons dans des souches. Ici, par exemple, Pseudomonas, vous voyez, l'opéron est ici, et vous voyez qu'il n'y a pas d'expression dans ce plasmide de la flavine réductase. Et il a été très bien montré que dans ces bactéries, la flavine réductase est limitante. Vous voyez ici, si vous prenez des extraits cellulaires, voilà le substrat, voilà le produit. Vous voyez que simplement dans ces extraits, vous ajoutez une réductase. Ici, c'est une réductase d'Escherichia coli. Vous voyez que vous accélérez énormément la disparition du DBT.
vous voyez qu'il y a autre chose qui limite, parce que pour le coup, vous ne transformez pas tout le DBT en produit, donc il y a effectivement quelque chose qui limite. Mais donc une première étape, c'est de surexprimer aussi les flavines réductases. C'est ce qui a été fait plus tard. Ici, vous avez un système dans lequel il y a l'opéron plus une flavine réductase, mais vous voyez bien d'Escherichia coli, donc là on est dans l'ingénierie. Et en gros, vous voyez que dans cette souche-là, donc il y a ce plasmide qui contient en plus la flavine réductase, eh bien, vous avez de bien meilleures activités. Là encore, vous observez que le DBT qui disparaît ne se traduit pas complètement en produit de réaction. Donc là aussi, il y a quelque chose de limitant. Et en fait, c'est la désulfinase, c'est la dernière étape qui est limitante. Et pour terminer là-dessus, enfin, c'est juste pour vous montrer un peu d'ingénierie microbienne. Donc il y a eu énormément d'études faites dans ce sens-là pour essayer d'optimiser le système. Ici, c'est un autre plasmide, un peu différent, c'est Pseudomonas. Vous voyez, c'est un travail qui a été publié assez récemment. Et donc, ce qu'on observe, c'est que lorsque vous faites pousser ces bactéries, dans les 10 premières heures, donc vous avez 10 heures de croissance, c'est là que vous avez le maximum de la capacité désulfurisante. Et ceci est lié à un curieux équilibre dans lequel vous avez un compromis de présence de toutes les enzymes, et en particulier, vous voyez que DSZA, son activité augmente légèrement avec le temps, donc c'est limitant au bout de 10 heures, et DSZB, vous voyez, est maximal très tôt et puis décroît. Donc si vous allez trop loin, vous avez bien du DSZA, mais vous n'avez plus de DSZB. Quand vous êtes trop tôt, vous n'avez pas assez de DSZA, même si vous avez beaucoup de DSZB, donc vous avez un maximum ici. Et par contre, le fait que l'activité DSZB, la désulfinase, qui est donc limitante à cette forme-là, ce n'est pas dû à une disparition de la protéine, parce que, comme vous le voyez ici, l'enzyme elle-même est présente et augmente avec le temps. Donc, c'est un problème d'inactivation de l'enzyme dont on ne sait pas très bien d'où elle vient. Bon, voilà. Donc, eh bien, ce qui a été fait, c'est actuellement comme ça que ça se passe. Vous avez d'abord des cellules qu'on fait pousser pendant 23 heures. L'activité des sulfinases n'est pas très efficace. Et de fait, vous voyez que le substrat disparaît. C'est en noir, là. Le substrat disparaît. Et puis, il apparaît un mélange de HBP, qui est celui-là, et HBPS, qui indique l'inefficacité de la dernière étape. Et ensuite, vous rajoutez à ces bactéries des bactéries qui ont poussé pendant 5 heures, puisque pendant 5 heures, vous avez accumulé la dernière étape. Et à ce moment-là, dans un deuxième temps, vous avez la conversion totale de HBPS en HBP qui disparaît pour devenir égal à 0. Bon, voilà. Donc, ce sont des systèmes assez complexes. Et vous voyez qu'on arrive quand même à désulfuriser sur la base d'un système qui comporte au moins 1, 2, 3, 4, 5 enzymes en rajoutant la flavine réductase et moyennant une manipulation des cultures bactériennes assez complexes, on arrive à transformer très très efficacement ces produits soufrés. Alors, sur cette base-là, il y a un très grand nombre d'entreprises qui ont développé ces procédés biotechnologiques. Comme je vous le disais, avec des gros contrats avec les grosses entreprises pétrolières. Bon, pour le moment, l'hydrodésulfurisation continue à exister et, comme vous le savez, les biotechnologies apportent souvent des solutions. Mais il faut du temps pour remplacer les procédés anciens et deux, il y a toujours des efforts d'optimisation qui conduisent à
à reporter à plus tard vers un système biotechnologique plus performant la mise en œuvre de ces procédés-là. Voilà. Un autre système qui a été très développé, c'est un système qui permet de faire des époxydations asymétriques. Et à la fin des années 90, début des années 2000, on découvre des gènes qui sont responsables de l'époxydation du styrène. Vous voyez, c'est cette oléfine, cette double liaison qui est transformée en époxyde. Et là encore, la découverte, c'est qu'il s'agit d'un opéron constitué, qui code pour une monooxygénase à deux composants, une flavine réductase, STIB, et une monooxygénase qui est STIA. Donc, toujours la même histoire. STIB réduit la flavine, ici c'est du FAD, par le NADH, et la flavine réduite va dans le deuxième composant pour réagir avec l'oxygène moléculaire, former l'hydroperoxyde et oxyder de façon très sélective la double liaison en époxyde. Et dès les années, pendant les années 2000, donc, il y a eu un certain nombre de développements industriels, des pilotes de production de styrénoxyde à partir de l'élaboration de bactéries et même de systèmes enzymatiques basés sur STIA-STIB. Bon, là, il ne s'agit pas de regarder dans le détail ce tableau. Néanmoins, pour noter qu'il y a une certaine liberté dans les substrats, donc ces systèmes enzymatiques sont capables d'oxyder tout un tas d'oléfines de type dérivés de styrène, vous voyez, hein, une double liaison ici conjuguée avec un noyau aromatique, hein, c'est ce qu'on voit partout ici. Mais avec une certaine liberté dans la fonctionnalisation de cette double liaison. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on peut obtenir soit des époxydes, soit des diols, qui sont le produit de l'ouverture de l'époxyde. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de noter que presque dans tous les cas, vous avez des excès énantiomériques qui dépassent 99%, donc ce sont des systèmes qui sont extrêmement puissants du point de vue de la sélectivité de l'oxydation. Et ça, évidemment, c'est très très intéressant pour le chimiste, et c'est très difficile à faire autrement qu'en utilisant des systèmes enzymatiques. Il y a un sujet sur lequel je suis assez peu intervenu, y compris la dernière fois, c'est sur celui de la régénération des cofacteurs. Je voudrais juste dire quelques mots. Parce que, effectivement, un des problèmes, et ça explique aussi pourquoi ces systèmes ne sont pas autant développés qu'on pourrait le penser, compte tenu de leur performance, un des gros problèmes, c'est évidemment que ces systèmes utilisent un donneur d'électrons, un donneur d'ythrure, qui est un peu compliqué, qui est cher. Même pour la bactérie, c'est cher de synthétiser continuellement du NADH. Ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, il y a un vrai problème de régénération de ce cofacteur, parce que comme vous voyez dans ce bilan-là, on consomme de façon stoichiométrique une molécule de NADH pour former une molécule d'époxyde. Donc ça, ce n'est pas très bon. Et évidemment, in vitro, compte tenu du coût du NADH, on ne peut pas imaginer mettre au point des dispositifs, enfin des procédés, qui ne traiterait pas le problème de la régénération du cofacteur NADH. Et donc, il y a eu plusieurs développements autour de ça, et je vais vous montrer quelques exemples. Ça peut être de la chimie. En particulier, il a été montré très tôt que des complexes de rhodium sont capables de catalyser la réduction de la flavine par de l'acide formique. Donc vous voyez qu'ici, il n'y a plus de NADH et que la flavine réduite, et il n'y a plus de flavine réductase. Il ne reste plus que la monooxygénase.
Et ici, vous avez donc le bilan, c'est acide formique donne CO2 et oléfine donne époxyde. Donc il y a eu énormément de choses qui ont été faites dans cette direction. Bon, là j'ai un tableau, mais c'est juste voilà, pour montrer en particulier que, évidemment, comme la sélectivité est contrôlée par la monooxygénase, puisque c'est là que se fait l'oxydation de l'oléfine, vous avez, évidemment, vous retrouvez des excès énantiomériques que vous ne lisez pas, mais que je peux vous lire, qui sont entre 95 et 99%. Donc avec un système qui ne comporte plus qu'une enzyme et un système chimique qui est assez stable. Pardon. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en utilisant de l'énergie électrique. Hein, donc ça, c'est des systèmes bioélectrochimiques dans lesquels à une cathode, ça peut être du carbone, vous avez la réduction de la flavine par le courant qui arrive, par les électrons qui arrivent à la cathode, et là, pareil, cette flavine réduite dans ce compartiment cathodique est utilisée par la protéine pour faire l'époxydation. Là aussi, ce sont des systèmes, vous voyez, c'est des travaux qui ne sont pas si vieux que ça. Ce sont des systèmes qui, là aussi, fonctionnent très très bien. Bon, c'est pas étonnant, à nouveau, de retrouver les excès énantiomériques de l'enzyme, à nouveau, parce que c'est là que ça se passe. Il y a eu aussi des travaux d'optimisation de ces systèmes. Lorsque je vous ai parlé de ces systèmes à deux composants, flavine dépendante, flavine réductase monooxygénase, je vous ai montré la dernière fois une structure aux rayons X de la partie monooxygénase. En réalité, il en existe très très peu. Elles sont assez réfractaires, visiblement, à la cristallisation. Autant il y a pas mal de structures de la partie flavine réductase, autant sur la partie monooxygénase, c'est encore très rare. Et il s'avère que la styrène monooxygénase est, je crois, la seconde structure aux rayons X dans cette classe d'enzymes. Et en dépit du fait que ces protéines ont des homologies avec d'autres flavoprotéines qui sont bien connues, néanmoins, il y a peu de structures aux rayons X de ces monooxygénases des systèmes à deux composants. Donc voilà la structure. Évidemment, vous ne voyez pas de flavine à l'intérieur, puisque vous vous souvenez que la flavine n'est pas un cofacteur, c'est un substrat, c'est-à-dire qu'elle rentre et elle sort. Mais par contre, lorsque on la superpose à, par exemple, la para-hydroxybenzoate hydroxylase, qui est une une monooxygénase à flavine, mais dans laquelle la flavine est un cofacteur irréversiblement fixé à la protéine, on voit une très bonne homologie structurale et on peut en déduire en l'absence de structure avec les substrats, où se trouve le FAD, et ici sont les sites de fixation du FAD, et où se situe le substrat, c'est-à-dire dans cette poche-là. Donc on peut faire des modèles, on peut comprendre ce qui se passe. Donc la stratégie classique de l'ingénierie enzymatique, y compris quand on n'a pas toutes les informations, c'est la modélisation moléculaire. Ici, c'est typiquement ce qui est fait dans ce travail. Vous voyez, c'est des travaux qui sont récents, hein, 2011-2012. Le substrat est placé ici, vous voyez, c'est le styrène, vous voyez la double liaison ici. Le styrène est placé dans ce modèle, mais à nouveau, ce n'est pas une structure aux rayons X de la protéine avec son substrat, c'est un modèle, mais ça permet d'identifier les différents résidus acides aminés qui entourent le substrat et de jouer sur la mutagénèse pour faire des mutants autour de ce site actif, ensuite de transformer une bactérie comme Escherichia coli avec ces différents mutants et de regarder les potentialités du système.
il y a quelques semaines, je vous ai évoqué la puissance des technologies d'évolution des protéines. Ici, ça n'a pas été fait. Je ne connais pas une seule étude dans laquelle il y ait eu de l'évolution dirigée faite sur ce type de système. C'est vraiment de la mutagénèse dirigée qui a été faite. Et donc voilà, quelques exemples. Vous voyez ici, vous avez une arginine, vous avez des leucines. Voilà, donc une asparagine, voilà, qui sont ici au pied du substrat. Donc juste pour vous montrer le type d'études qui peuvent être faites, qui montrent que alors que la souche sauvage oxyde assez mal, enfin moins bien des composés un peu plus encombrés que le styrène, par quelques mutations, vous voyez que vous pouvez créer des styrènes monooxygénases qui sont doués pour faire ces oxydations de substrats plus gros. Et puis, vous pouvez améliorer le système. Vous voyez cette sérine-là, qui est relativement éloignée. Eh bien, si vous la mutez, vous gagnez pratiquement un facteur 2 dans l'activité enzymatique. Donc, enfin, comme d'habitude, rien d'original, mais voilà, on peut manipuler ces systèmes pour faire des oxydations très sélectives. Voilà. Je vais terminer en parlant de ces monooxygénases qui ont été découvertes par Adolf von Baeyer et Victor Villiger. Baeyer est évidemment un grand nom de la chimie. Il a eu le prix Nobel de chimie en 1905. Et bon, je vais passer relativement vite puisque ça va être le sujet de l'exposé du séminaire. Donc, Baeyer et Villiger ont démontré qu'on pouvait produire des lactones à partir de cétones cycliques en utilisant de simples oxydants. Ça peut être des peroxydes, des péracides. Et ça, c'est très, très intéressant parce que les lactones sont des composés qui sont très utilisés dans la chimie industrielle. Et donc, à partir de là, cette réaction a eu elle-même beaucoup de succès, mais vous voyez qu'il n'y a rien d'enzymatique là-dedans. La chimie et les mécanismes sont assez bien connus et font intervenir une attaque de de ce peroxyde. Ici, c'est un péracide, mais de cette fonction peroxyde ici sur la double liaison carbone-oxygène pour donner un intermédiaire qui est responsable du réarrangement qui conduit à la lactone. Je ne rentre pas dans le détail. Et en fait, le développement biotechnologique de ces réactions a été lié à la découverte que ce type de transformation, cétone cyclique en lactone, était réalisé par des monooxygénases qui ont été appelées Baeyer-Villigerases, qui sont des monooxygénases à FAD. Enfin, il y a plusieurs classes de telles enzymes, mais donc ici on est sorti des monooxygénases à deux composants. Hein. Il n'y a plus qu'un seul composant, donc ce sont des systèmes que j'ai décrits la dernière fois, dans lesquels l'enzyme fixe à la fois le réducteur, fixe le réducteur, le NADH ou le NADPH, et utilise son cofacteur, son groupe prosthétique, qui est la flavine, qui est fixé à la protéine. Voilà. Donc ces enzymes ont été trouvées dans des tas de réactions chimiques, biologiques, pardon. Ici, je vous montre peut-être un cas extrême. Vous voyez, dans les biosynthèses d'antibiotiques ou dans la biosynthèse de tout un tas de molécules très complexes, vous avez, voyez, cette transformation ici de ce cycle avec une cétone cyclique, et vous voyez, au cours de la biosynthèse de ce composé, vous avez le passage par cette lactone, et c'est une flavoenzyme de type Baeyer-Villigerases qui fait cette réaction en utilisant le NADPH, le FAD et l'oxygène. Voilà. Bon, je
pas trop rentrer dans ces choses-là parce qu'on va en parler. Bon. Je vais juste terminer là-dessus. Donc, je laisse à Véronique nous parler des structures de ces systèmes et de la façon dont ils fonctionnent. Donc, ce sont des systèmes qui sont très intéressants parce qu'il y a tout un tas d'applications pour la synthèse. Oxydation de terpénoïdes, oxydation de stéroïdes, dégradation de cétones, et puis tout un tas de transformations asymétriques. Résolution cinétique de racémique, déracémisation de composés monomères, oxydation d'hétéroatomes asymétriques, désymétrisation de cétones prochirales, oxydation régiosélective. Enfin, vraiment, ce sont des systèmes qui sont très riches et qui méritent en effet qu'on continue à les étudier pour les exploiter dans des procédés, y compris pour la transformation, vous voyez, de molécules extrêmement complexes, hein, comme je l'ai dit. Hein. Vous voyez, ici, voilà une transformation, en voilà une autre. Ici, c'est une oxydation d'azote, bon, etc., etc. Là encore, je reviens, et je termine là-dessus, je reviens sur le fait qu'on ne peut pas se satisfaire, je ne sais pas si Véronique en parlera, mais on ne peut pas se satisfaire de systèmes qui fonctionnent uniquement avec des substrats aussi coûteux que le NADH ou le NADPH. Donc là, il y a une vraie question, de toute façon très générale, sur les monooxygénases, qui est la question du coût de ces procédés, surtout quand il s'agit de systèmes enzymatiques, parce qu'on a ce problème du NADH et du NADPH que j'ai évoqué. Là aussi, dans le cas des Baeyer-Villigueras, eh bien, il y a eu tout un tas de systèmes qui ont été utilisés pour ne pas utiliser du NADPH en quantité stoichiométrique. Donc, soit bien, vous faites comme ce que j'ai décrit dans le cas de la styrène monooxygénase, c'est-à-dire que vous enlevez le NADPH ou le NADH complètement et vous le remplacez par un autre réducteur. À nouveau, ça peut être par cette réaction entre l'acide formique et le FAD catalysé par un complexe moléculaire de rhodium, soit par électrochimie, comme je l'ai indiqué, soit par photochimie, où vous catalysez, enfin, vous réduisez de façon photochimique la flavine oxydée en flavine réduite, soit vous gardez le NADPH, mais vous le consommez de façon catalytique, et là, vous voyez, vous devez rajouter une enzyme, c'est une glucose déshydrogénase utilisant le glucose pour réduire le NADP en NADPH. Et donc, à ce moment-là, votre oxydation, c'est glucose plus oxygène donne le produit. Formiate déshydrogénase, ici, c'est l'acide formique qui réduit le NADP. Les alcools déshydrogénases, c'est un alcool qui va réduire le NADP. Et donc, et les phosphides déshydrogénases qui ont été aussi utilisés. Et vous voyez que dans ce contexte-là, il vous faut bien du NADPH, mais il peut être en quantité catalytique, parce que ce NADPH qui va être utilisé dans la réaction d'oxydation, donc qui va être oxydé parce qu'il transfère ses électrons à la flavine, il va se transformer en NAD, et à chaque cycle, ce NAD va être reconverti en NADH. Donc, ça peut être moins coûteux. Voilà. Je termine juste sur cette chose que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un article qui est sorti dans Engevent Chemistry, et je termine là-dessus, en 2015, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et en fait, c'est la découverte, c'est une vraie découverte que vous pouvez exprimer un cytochrome P450 dans Escherichia coli. Alors, vous vous souvenez, les cytochromes P450, j'en ai parlé abondamment la semaine dernière. Vous pouvez exprimer un cytochrome P450 dans Escherichia coli. La découverte, c'est que la protéine elle-même fixe un colorant comme l'éosine, de sorte que si vous traitez cette bactérie par de l'éosine
cette éosine pénètre et se fixe sur le cytochrome P450. Et si vous éclairez la bactérie, elle est capable de prendre les photons pour activer l'éosine, qui, en présence d'un réducteur chimique, qui est la triéthanolamine, qui pénètre dans colis. Et donc le système fonctionne avec TOA, l'éosine, le cytochrome P450, à l'intérieur de la bactérie qui est éclairée. Donc ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Évidemment, tout ça est dû au fait que l'éosine, pour une raison qui est mal connue encore, je pense que les gens qui ont découvert cela vont étudier peut-être le site de fixation de l'éosine, mais en tout cas, l'éosine activée est capable de réduire le fer3 en fer2, et à ce moment-là, le fer2 fixe l'oxygène moléculaire, est capable de faire des oxydations. Et donc, vous avez une bactérie éclairée, traitée par de l'éosine et du TOA, et qui est capable donc de fonctionner assez efficacement, donc sans utiliser la fameuse cytochrome P450 réductase que j'avais décrite et qui est très compliquée. Et vous savez qu'il y a des couplages fins entre P450 réductase et cytochrome P450. D'ailleurs, j'avais évoqué cette problématique dans le cas de cette fameuse biosynthèse de l'artémisinine. Et donc sans consommation de NADPH et de NADH. Voilà. Bon, ça c'était les résultats du papier, je ne rentre pas dans le détail, mais enfin, donc, toutes ces molécules ici ont pu être testées et ont pu être oxydées de façon très sélective par un système bactérien comme Escherichia coli, traité par ces molécules-là. Voilà. Sur ce, je termine. Ce que j'ai voulu donc, vous montrer, bon, on n'a que l'embarras du choix hein, dans les systèmes oxydants. La semaine dernière, je vous ai montré de façon un peu pointue les structures, les mécanismes de ces systèmes enzymatiques qui font des oxydations sélectives. Là, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est prendre, en l'occurrence, deux exemples qui sont et en m'appuyant sur cette classe des monooxygénases à deux composants, vous montrer les développements du côté de la désulfurisation des pétroles et vous montrer une réaction d'époxydation très sélective. Là encore, la conclusion, c'est quoi? C'est qu'on voit bien d'une part tout l'avantage des procédés biotechnologiques, d'utiliser des enzymes ou des bactéries, donc d'utiliser le vivant pour faire des transformations. On le voit dans le cadre de la désulfurisation, hein, vous avez bien vu que cette réaction d'hydro-désulfurisation, elle est quand même pas très propre et que vraiment, si au cours de ce XXIe siècle, les chimistes, les biochimistes, les biologistes peuvent travailler à remplacer tous ces procédés industriels qui sont coûteux en énergie, qui sont sales, enfin, etc. Évidemment, c'est un avantage. En même temps, vous avez bien vu qu'en particulier pour les réactions d'oxydation, c'est quand même très très complexe. Et ce n'est pas trivial, ce n'est pas en quelques années que les procédés industriels lourds et sales de la chimie peuvent être remplacés facilement par les procédés biotechnologiques. Ce n'est pas vrai de toutes les réactions, hein. J'insiste ici sur les réactions d'oxydation parce qu'on voit bien que ce sont des systèmes qui sont obligés de gérer des gaz, comme l'oxygène, de gérer des molécules organiques, de gérer des transferts d'électrons, de gérer des transferts de protons. Donc c'est très très complexe. Et donc il y a des couplages avec des réductases, il y a des donneurs d'électrons complexes comme le NADH et le NADPH. Donc il faut y aller. Sur ces deux exemples, vous avez vu un peu l'échelle de temps. Dans le cas de la biodésulfurisation, la découverte des premières bactéries désulfurisantes, c'est 1990. On est en 2015. On n'a pas encore remplacé les procédés chimiques d'hydrodésulfurisation dans l'industrie pétrolière. Donc, en dépit de travaux assez poussés et de connaissances maintenant très, très, très abondantes sur les systèmes. Donc voilà,
c'est un peu pour vous montrer à la fois le défi, l'intérêt et en même temps les difficultés. Alors, peut-être que Véronique Alphand nous dira le contraire, qu'elle a, avec ses systèmes, trouvé toutes les solutions pour faire des oxydations avec ces Baeyer-Villigueras. Donc, je vais en terminer là. Je vous remercie pour votre attention et comme d'habitude, pendant le passage, si vous avez quelques questions, j'y réponds. Et ensuite, je laisse la place à Véronique. Merci.